Soutien des dockers pour l'extension et la modernisation du port de Conakry. La cadence et le visage du parc conteneur ont positivement changé. La main-d'œuvre portuaire salue ce changement qualitatif. La SEG craint des effets de pollution et suspend son exploitation du lac de Sonfonia. Ce cours d'eau sert hélas des dépotoirs d'ordures pour des familles riveraines. Cette suspension risque d'entraîner de longues périodes de perturbation. Le tournoi international de tir à l'arc, la Guinée abrite la compétition. Cette 10e édition concerne les zones ouest et centre du continent. 7 pays y prennent part. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Port de Conakry, les dockers soutiennent le projet de modernisation de l'espace portuaire. Au terminal à conteneurs, par exemple, des investissements d'envergure révolutionnent les cadences de traitement des marchandises. Une politique du chef de l'État appréciée par la main-d'œuvre du port. Explication, Fodé Camara, Djena Yansame. La main-d'œuvre portuaire. Une façade prise d'assaut par les dockers pour prouver à l'opinion leur attachement au projet d'extension et de modernisation du terminal conventionnel par le groupe turc Al-Bayrak. Ce matin, au quartier Al-Mamia, dans la commune de Kaloum, des douanes au chemin de fer, ce spectacle d'une marée humaine qui bat le pavé a été le fait marquant de la journée sur la 10e avenue. Nous soutenons l'action du professeur Alpha Condé à l'endroit du port de Conakry. Pour l'extension qu'il est en train de nous faire, vraiment, je sais aujourd'hui, c'est pas lui, il cherche ça pour les Guinéens, les fils des Guinéens, pour l'agrandissement. Vous avez vu le quai de Bolloré, de Conakry terminal. On a été instruits en disant qu'ils vont faire sortir tout le monde. Quand le Conakry terminal, ils vont vendre le Conakry terminal à Bolloré. Mais le jour d'aujourd'hui, c'est un avantage pour nous tous. C'est un avantage pour les dockers. Et regarde les portiques. Maintenant, le travail de là-bas s'est modernisé. Avant, on envoyait une seule équipe. Aujourd'hui, c'est 5 à 6 équipes qui peuvent aller là-bas. Donc, c'est un emploi de plus. De la 10e avenue, direction la Corniche Nord pour rejoindre l'enceinte de la plateforme portuaire. Un itinéraire bien quadrillé qui a permis aux dockers de brandir fièrement leur message de soutien des actions de développement portuaire enclenchées par le président de la République. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui. L'agrandissement du port, on le fait pour les dockers de Conakry. Le port, la capacité d'accueil du port est très petite aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, on ne peut même pas accueillir trois bateaux de riz à quai actuellement. Petit détour par le terminal à conteneurs où des investissements d'envergure révolutionnent les cadences de traitement des marchandises par l'utilisation des portiques et autres équipements de dernière génération. Des partenariats publics-privés que les autorités du secteur maritime et portuaire comptent multiplier pour booster la compétitivité du port autonome de Conakry. À l'heure actuelle, beaucoup de bateaux attendent à rade. On doit augmenter le nombre de quais, moderniser le port pour que la cadence soit grande. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais dit qu'on va licencier quelqu'un. On n'a pas dit qu'on licenciera un fonctionnaire ou un docker. Ceux qui racontent ça, c'est pour déstabiliser le travail au port. C'est là la vitrine de l'économie guinéenne. Pour lutter contre les surestaries et capter le trafic des pays voisins sans littoral, le seul handicap du port autonome est lié à l'exiguïté du terminal conventionnel et au manque de postes à quai, susceptibles de fluidifier les opérations portuaires conformément aux exigences du commerce international. Et cette note par laquelle le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2018, dite session budgétaire, aura lieu le vendredi 5 octobre 2018 à 10 h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. En conséquence, il est demandé à tous les honorables députés en séjour à l'intérieur et à l'extérieur du pays de regagner Conakry pour être dans le temps. Conakry, le 26 septembre 2018, signé le président Claude Kory Kondiano.
Les investisseurs allemands qui ont été reçus en audience récemment par le Premier ministre poursuivent leur séjour de travail à Conakry. Ils ont rencontré plusieurs structures publiques et privées pour échanger sur des opportunités d'investissement. Al-Gassimoba. L'une des ambitions du chef de l'État est de créer un cadre incitatif aux investissements pour développer l'économie guinéenne. Les investissements directs étrangers occupent une place importante dans cette stratégie d'ouverture. Avec l'arrivée de cette mission économique allemande, cette politique porte ses fruits. Ces patrons d'entreprises veulent installer leurs entreprises en Guinée. Ici, ils échangent avec le secteur privé et certains cadres guinéens sur les opportunités d'investissement. Ces entrepreneurs allemands comptent investir dans plusieurs domaines comme l'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'éducation, les mines et le commerce. We do see a lot of potential in the country. En Guinée, il y a les potentialités énormes, comme dans les infrastructures, dans le secteur d'énergie. Et ce sont les secteurs qui sont représentés dans notre délégation. Et il faut aussi faire soutenir un développement assez vraiment vite et vraiment rapide, parfois même plus rapide que dans les autres pays. Pendant les travaux, les entrepreneurs allemands ont fait la présentation de leur savoir-faire. Pour le gouvernement, cette table ronde d'investissement germano-guinéenne est un cadre idéal pour donner une grande visibilité à sa politique économique qui s'appuie, entre autres, sur la promotion du secteur privé. Nous, en tant qu'agence de promotion des investissements, nous créons des liens entre les entreprises guinéennes et les entreprises allemandes afin qu'elles puissent réellement travailler ensemble et qu'on puisse avoir ce partage de richesses et ces connaissances et que nous aussi, dans le futur, qu'on puisse avoir des entreprises guinéennes qui s'exportent dans la sous-région. Cette mission fait suite à la visite qu'a effectuée Monsieur le Président de la République l'année dernière, au mois de juillet, à Berlin. Et donc c'est à la suite de cela que les entreprises allemandes ont été intéressées à venir en Guinée pour explorer les opportunités d'investissement. Et il y a déjà des pistes très intéressantes qui sont en cours d'exploration. Le secteur privé allemand est un des plus dynamiques au monde. Cette politique de rapprochement entre les hommes d'affaires guinéens et allemands ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour le développement économique de la Guinée. En coopération avec l'Allemagne, deux expertes de ce pays ami animent une session de formation à l'endroit de certains cadres guinéens, une formation des formateurs mais en langue allemande. L'approche est nouvelle, elle consiste à utiliser des documents et smartphones configurés en allemand pour faciliter l'apprentissage. Francis Collier. La maîtrise de la langue est le visa pour bénéficier des bourses d'études en Allemagne. La Guinée entre de plein pied dans ce programme à travers le laboratoire de la langue allemande de l'université Gamal Abdel Nasser. On a commencé déjà à inscrire nos enseignants-chercheurs pour l'apprentissage de cette langue-là qui va les permettre d'aller suivre leur formation à Bremen et peut-être dans d'autres universités allemandes. Deux expertes de l'Institut Goethe renforcent le niveau des formateurs de la langue allemande à travers une nouvelle approche utilisant les smartphones. C'est très bien passé, les profs sont très motivés, ils sont curieux, ils sont enthousiastes maintenant sur ce livre-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, ça ne peut pas être ponctuel, on doit continuer la formation. Notre gouvernement soutient ces activités par des mesures de formation continue. On voit déjà des résultats, une amélioration de la qualité de l'enseignement de l'allemand ici en Guinée. Après 5 jours de pratique avec les experts, les formateurs du laboratoire de la langue allemande de Gamal se disent satisfaits de la qualité des échanges. Ich habe viel gelernt. Schwebecker diese 5 Tage. Dann ich bin sehr zufrieden. J'ai beaucoup appris pendant ces 5 jours de formation, donc je suis très contente pour ça. Les chercheurs et les étudiants pourront avoir le niveau de langue requis pour faciliter leur formation et même la recherche en Allemagne. Depuis 2000.
Rentrée scolaire, beaucoup de chantiers infrastructurels sont en phase d'achèvement. À Sandarvadia, par exemple, l'école Federico Mayor devrait être prête pour la prochaine rentrée des classes. Le Premier ministre chef du gouvernement était sur le site pour constater l'évolution des travaux. Hadi Kamara. Pour préparer l'ouverture des classes en Guinée, le gouvernement a ouvert des chantiers. C'est là pour moderniser les infrastructures scolaires. Ici, nous sommes à l'école primaire de Sandarvalia, baptisée Federico Mayor, créée en 1949 par l'administration coloniale. Sur le terrain, les ouvriers s'activent, les ingénieurs veillent à ce que les normes soient respectées et l'entrepreneur suit l'évolution des travaux. J'ai promis, d'ici l'ouverture, on va faire au moins 80 ou bien 70%, pour ne pas dire 100%. Nous avons dit au prime abord qu'on doit d'abord décoiffer ici, après couvrir, pour permettre aux élèves d'étudier. Le nouveau bâtiment, on va mettre ça dans le règle de l'art. On va mettre en due et bonne forme et pour mettre à la disposition des enfants aussi, pour pouvoir continuer les études. Les autorités de l'école se disent très satisfaites par rapport aux dispositions prises par le gouvernement concernant la rénovation et la construction des infrastructures scolaires en Guinée. D'ici l'ouverture, si tout va bien, nos enfants seront dans de nouvelles infrastructures, dans de nouveaux bijoux. Et cela va renforcer la qualification du système éducatif guinéen. Et vous savez, je l'ai toujours dit que toute nation qui se veut prospère et émergente doit passer par le biais de l'éducation. Et c'est ce qui vient de prouver, monsieur le Premier ministre, la Guinée ne peut se développer que par le biais de l'éducation. De Sandarvalia, la délégation conduite par le Premier ministre s'est rendue au lycée Kipi. C'est dans la commune de Ratoma. Ici, après la visite du chantier, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a précisé que le gouvernement va toujours œuvrer à ce que l'enseignement en Guinée soit de qualité avec un cadre approprié. J'accompagne et renforce les actions entreprises par le ministre de l'Éducation visant à restaurer, garantir l'extension, la modernisation des infrastructures scolaires. Nous sommes engagés pour cette ouverture des classes dans un programme de 250 milliards. Sur Conakry seulement, sur les capacités existantes d'écoles quasi détruites, 480 classes, nous allons réhabiliter ça et porter à construire 300 nouvelles. Et à l'intérieur du pays, nous allons doubler le nombre de classes. Et en 2019, nous avons un programme de milliers de classes, un programme très ambitieux parce que l'éducation est la priorité et nous voulons donner le temps à cette ouverture prévue le 3 octobre. Nous essayons de moderniser les complexes scolaires dans Conakry et à l'intérieur du pays. Ces travaux de construction et de rénovation concernent 23 sites dans les 5 communes de la capitale. Le financement est assuré par le gouvernement sous le leadership du professeur Alpha Condé, président de la République. Timbo, dans Mamon, l'État vient de mettre en place 65 forages. La localité, vous le verrez dans les images, ressentait un réel besoin d'eau potable. La page est désormais tournée grâce à un investissement de plus de 2 milliards de francs guinéens. Mohamed Sankon. Fini la consommation et autres usages de l'eau de puits de fortune et des marigots non protégés ici à Timbo dans la préfecture de Mamou. Le gouvernement guinéen offre 65 forages à la région. Ce système d'adduction d'eau solaire réalisé à Timbo fait partie des 35 ouvrages mis au compte de la préfecture. Le projet est financé à plus de 2 milliards 200 millions de francs guinéens tirés du fonds de contrepartie de la coopération japonaise. Timbo chante et danse la fin du calvaire de l'eau avec le tarissement cette année du fleuve Bafinga qui traverse la sous-préfecture. À Timbo ici, la géologie est très complexe. C'est du mésozoïque, c'est-à-dire les dolérites. Quand la dolérite elle n'est pas fissurée, elle n'est pas fracturée, elle ne peut pas contenir de l'eau. Et pour faire l'eau solaire, au minimum, il faut avoir 5 mètres cubes par heure. Les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Donc toutes les dispositions sont prises pour donner de l'eau de qualité et en quantité suffisante. Le forage débite 6 mètres cubes par heure avec une pompe immergée qui refoule l'eau
sur une distance de plus de 2,8 km dans ce réservoir de 50 mètres cubes pour alimenter les 11 bornes fontaines disséminées dans la cité. On a la pompe qui est jusqu'à là, qui est installée à 22 mètres, parce que le château est placé en hauteur. Le réseau peut contenir de l'air. Donc c'est à travers ça que l'air est dégagé. Et en passant par une filtre qui filtre l'eau. Le SNAP s'inscrit dans la durabilité, d'où la promotion du service public de l'eau pour assurer la maintenance des ouvrages. L'entretien de l'ouvrage, c'est ce qui peut encourager et inciter l'obtention d'autres ouvrages. La joie des populations de Timbo est partagée par celle de Yelagué à Dalaba et celle de Boroal Tapé dans la préfecture de Pita. Elles ont également bénéficié des forages pour raccourcir les distances à la recherche de cette denrée précieuse et éloigner les risques de maladies liées à l'eau. Retour à Conakry où le lac de Sonfonia est victime de pollution à grande échelle. Les riverains y jettent toutes les ordures ménagères. Pourtant, c'est là que la SEG a installé des équipements de traitement d'eau pour ravitailler la capitale. Pour l'instant, tout est à l'arrêt parce que cela pourrait perturber la desserte en eau potable. Kerlonsman Diallo. Merveille de la nature, le lac de Sonfonia est une attraction touristique qui éblouit les visiteurs de passage. Ce don de la nature a aussi su allier à cette splendeur une utilité car il offre une eau douce de qualité aux habitants de cette partie de la commune de Ratoma. Depuis des années, ce don de la nature est exploité par la SEG pour offrir de l'eau potable à ces quartiers. Cependant, cette volonté, soutenue par un dispositif technique des plus performants, est paralysée par des comportements de riverains qui polluent l'eau du lac. Des ordures de tout genre sont en effet jetées dans ces eaux, aux grandes dames de certains riverains. C'est là, ici, je vois, si quelqu'un vient jeter des déchets ou des ordures, n'importe quoi dans l'eau, si tu lui parles, c'est la guerre, totalement la guerre. Tandis que lui-même, il sait que c'est l'eau de ce lac qu'il boit, que ses enfants boivent, que tout le monde boit d'ailleurs. Soucieuse de préserver la santé des citoyens, on peut alors comprendre que la SEG décide d'interrompre l'exploitation de l'eau du lac. Un manque à gagner qui nuit à sa capacité de production et prive certains foyers de la banlieue d'eau potable. Les installations de la SEG de cette station fonctionnent depuis 2010. Cependant, les résultats des dernières analyses de l'eau ont révélé un niveau de pollution jamais observé jusque-là. Des analyses effectuées au laboratoire national situé dans l'enceinte du siège de la SEG. Au mois de juin, on a été alerté par la population aux alentours du lac qui a observé des cadavres de poissons. Chez une équipe. Alors les enquêtes ont été réalisées. On s'est rendu compte que le lac est pollué. Voilà, et que le degré de pollution est tel qu'on ne peut plus continuer à exploiter cette ressource pour donner de l'eau potable à la population. Donc on a jugé nécessaire de conseiller la direction générale afin d'arrêter la production et le refoulement de cette eau sur le réseau de distribution d'eau potable. L'interruption de l'exploitation des eaux du lac de Sonfonia s'affiche comme un énorme manque à gagner pour la SEG. La situation est aussi préoccupante dans les zones autrefois servies à partir des eaux du lac de Sonfonia. C'est 1000 m3 d'eau par jour. Quand vous perdez cette production supplémentaire qui vient et qui devait renforcer la production d'eau qui vient de Yesoulou, c'est quand même un grand apport qu'on a perdu. Parce qu'ici, quand on est en train de faire des calculs d'approvisionnement en eau, on prend une moyenne de 50 litres par habitant et par jour. Quand vous prenez ça, ça fait quand même des milliers de personnes auxquelles on ne peut plus donner de l'eau parce que le lac de Sonfonia ne fonctionne pas. Avant toute reprise, les scientifiques recommandent fortement la protection du lac qui s'étend sur plus de 2 km. Un forum écologique est en cours en Russie. C'est la 2e édition cette année. Principal sujet évoqué, la protection de l'or bleu et du 3e plus grand lac au monde. La Guinée est le seul pays africain à prendre part à cette rencontre. Mabinti Laïsoma, envoyé spécial. Il est surnommé la perle de la Sibérie. Situé dans le sud du pays en Russie orientale, le lac Baïkal est la plus grande réserve d'eau liquide à la surface de la Terre. Avec une longueur de 636 km et une superficie de 31 722 km², il est le 3e lac au monde. À 60 km de ce patrimoine écologique de l'UNESCO, la ville d'Irkut
Principale ville de la région, elle abrite pour la deuxième fois le Forum écologique de l'eau. Un forum qui s'appesantit sur des questions fondamentales, à savoir comment et pourquoi traiter et protéger l'or bleu en général et le lac Baïkal en particulier. Quel est le peuple de la région et de la Russie? Et c'est très important, mais c'est très fragile. Et c'est pour nous, pour la Fondation de Vernadsky, c'est très important travailler en ensemble entre le peuple, la strata différente pour tout le monde. Sur 33 pays invités, 22 font partie des Balkans. La Guinée est le seul pays africain présent à ce forum. Le président de l'ONG CIPAD Guinée a exposé sur les immenses ressources en eau du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons donner une importance à l'eau en Guinée, étant le château d'eau d'Afrique qui peut aussi alimenter nos différents barrages hydroélectriques qui a été initié par le professeur Alpha Condé, qui a son nom qu'à l'État et le barrage soit petit. Et donc il est question que nous venons participer à ce genre de conférence internationale pour représenter notre pays et aussi représenter notre structure, notre ONG CIPAD Guinée qui intervient dans ce domaine. Le forum écologique de l'eau est surtout marqué par la remise de trophées. Les bénéficiaires sont les jeunes Russes qui, à titre volontaire, s'engagent pour la protection écologique. Des expositions ont aussi eu lieu sur les dernières inventions sur l'or bleu. C'est sous ces notes positives que se termine le deuxième forum écologique sur l'eau ici à Irich en Russie. Les participants venus d'ici et d'ailleurs se quittent sur une note d'espoir, l'espoir que toutes les réserves naturelles d'eau soient protégées et sauvegardées. À direction New York, où, avec le sommet consacré à la paix et à la sécurité mondiale, les Nations Unies ont rendu un vibrant hommage à Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid. Le ministre guinéen des Affaires étrangères représentant le chef de l'État a saisi l'occasion pour rappeler les peuples du monde à s'inspirer des idéaux de paix prônés par l'ancien président sud-africain. Fatoumata Samora, notre correspondante basée à New York. Les Nations Unies rendent hommage à Nelson Mandela. Au cours d'un sommet dédié à la paix, les dirigeants du monde magnifient la vie et l'héritage de l'ancien président de l'Afrique du Sud. Héros de la lutte contre l'apartheid, Madiba a consacré sa vie à servir sa communauté. Pour le secrétaire général de l'ONU, Mandela incarnait les plus hautes valeurs des Nations Unies. Placé sous le thème « La paix mondiale » en l'honneur du centenaire de la naissance de Nelson Mandela, ce sommet a permis aux dirigeants de mesurer l'ampleur de la menace qui pèse sur notre monde. La Guinée, par la voix du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, se joint au peuple épris de paix et de justice pour célébrer Madiba. La vie de Madiba en elle-même est une leçon pour les générations actuelles et futures. Il nous appartient désormais de nous approprier ces vertus pour un monde meilleur où le dialogue, la concertation, l'acceptation de l'autre seront les maîtres mots de notre action collective. Dans ce combat pour la promotion de la paix, nécessaire au développement harmonieux de nos peuples, nous avons la responsabilité de valoriser et de renforcer le rôle des Nations Unies dans ses principes et ses objectifs. Ce sommet d'une journée consacrée à la paix mondiale est sanctionné par une déclaration politique, une déclaration à laquelle souscrivent pleinement les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies. Il y a 3 jours, c'était la célébration de la 88e journée nationale de l'Arabie Saoudite, une occasion pour rendre hommage au père fondateur de ce royaume, mais aussi un instant de coopération. La représentation diplomatique à Conakry a mis l'occasion à profit pour parler du renforcement de l'axe Conakry-Riyad. Fatima Diallo.
La journée nationale de l'Arabie saoudite est un repère important dans l'histoire du royaume. Elle célèbre l'unification du berceau de l'islam sous l'égide du roi Abdelaziz Al Saoud. Un royaume qui jusque-là était reparti entre différentes tribus. اليوم هذا هو اليوم الذكرى 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية وهي اليوم. Chaque année, le peuple et le gouvernement saoudien célèbrent cet anniversaire pour marquer l'attachement du peuple et du gouvernement saoudien aux valeurs incarnées par le fondateur du royaume d'Arabie saoudite. Quant à ce qui concerne les relations de coopération entre le royaume d'Arabie saoudite et la République de Guinée, son Excellence Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, représentant du gouvernement guinéen à cette cérémonie, a déjà expliqué les domaines de coopération entre les deux pays qui sont de divers domaines. Nous avons le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, de l'agriculture. Cette réception est une occasion pour rappeler les acquis des relations entre nos deux pays, des relations qui datent de plus de 3 décennies. Dans le domaine culturel, ils sont nombreux les Guinéens qui ont bénéficié d'une formation académique dans le royaume d'Arabie saoudite. Ils sont nombreux ceux qui ont suivi ou qui ont reçu la formation d'imam à travers des cours magistraux d'imama également dans le royaume d'Arabie saoudite et sur le plan de la coopération. Dieu seul sait combien de fois la Guinée a été impactée positivement par les apports de l'Arabie saoudite, tantôt sur le plan strictement bilatéral, tantôt sur le plan multilatéral à travers l'organisation de la conférence islamique. Et de leur côté, les Guinéens aussi se sont illustrés dans le reboisement sur les terres très arides d'Arabie que vous connaissez, sous la houlette du président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, qui, dans la traduction de cette amitié entre nos deux peuples, avait envoyé des centaines de Guinéens qui avaient des formations très solides dans le domaine de l'agriculture, procéder au reboisement. À tous ces acquis s'ajoute le financement de la rénovation de la grande mosquée Faisal avec une enveloppe financière de 5 millions de dollars. La remise officielle se fera le 5 octobre prochain. La République du Mali vient aussi de célébrer sa 58e fête d'indépendance sur fond de coopération militaire. Le pays, vous le savez, est dans le besoin de sécuriser sa partie nord. C'est pourquoi beaucoup de contingents militaires du continent étaient aux côtés de leurs frères d'armes du Mali pendant ces festivités. Sergent-chef Lamine Sana Camara de la presse militaire a suivi la parade du détachement guinéen. Nous sommes à Bamako, à l'avenue du Mali. Ici, un détachement de l'armée guinéenne, fort d'une quarantaine d'hommes, prend part à la fête de l'an 58 de l'indépendance de ce pays ami. À travers cet imposant défilé, exécuté avec tact, sous l'œil vigilant du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, aux côtés du président de la République, chef des armées. Pour moi, ça m'a donné un grand réconfort moral. Le fait que mon pays a participé à la dimension d'un détachement militaire que personnellement j'ai conduit à Bamako. La sagesse enseigne que la solidarité fraternelle doit être de mise pendant le bonheur tout comme pendant le malheur de son voisin. C'est cette solidarité que la Guinée témoigne à l'égard du peuple malien depuis l'invasion du nord de ce pays en 2012. À l'occasion, Dr Mohamed Ghané a réitéré l'engagement du gouvernement guinéen à toujours soutenir ce pays frère dans son combat contre le terrorisme. Plusieurs autres armées ont pris part à cette fête, une manière de prouver que la déstabilisation d'un pays africain est une affaire de la planète entière. La participation de l'armée guinéenne aux fêtes anniversaires de l'indépendance des pays de la sous-région avait cessé depuis un bon moment. Ce retour est le fruit de la vaste réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Enifargui, un grand patrimoine national méconnu de beaucoup de personnes et pourtant c'est une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Elle existe depuis 42 ans après des cycles répétitifs de privatisation, un véritable chemin de croix qu'on va suivre pour découvrir cette unité. Hadia Toubari. Tout est là, mais rien ne tourne. Nous sommes dans l'enceinte de l'unique unité industrielle pharmaceutique du pays, Enifargui, pour les anciens, Sodom Pharmagui d'aujourd'hui. Elle est née dans cet édifice qui résiste encore au poids de l'âge.
L'établissement, encore dans les locaux de la PCG, était jusqu'en 1976 un centre de production pharmaceutique à petite échelle et d'analyse chimique et biologique. Le 3 février de la même année, il change de statut et devient Eni Pharmagui, entreprise nationale d'industrie pharmaceutique de Guinée. Quand les choses se sont faites comme ça, effectivement ça a très bien marché, l'ONUDI avait très bien rénové, les machines étaient très fonctionnelles, on n'importait plus de l'eau, parce que quand on importe des solutés massifs, tels que le sérum glucosé, le sérum salé, ça pèse lourd et puis le transport peut coûter cher. Or, c'est de l'eau essentiellement qu'on supporte, la part de médicaments qui est là-dedans était faible. Ce qui était vraiment un grand avantage pour le ministère de la Santé de l'époque et précisément pour Pharma-Guinée. Sous la tutelle du ministère de l'Industrie de l'époque, l'usine Eni Phargui bénéficie d'une enveloppe financière de 2 700 000 $ américains de la part de PNUD, l'ONUDI et de l'OMS. Le financement assure le transfert et l'évolution de l'usine sur ce site de la tannerie dans la commune de Matoto. Ici, de nombreux produits pharmaceutiques sont fabriqués localement pour couvrir les besoins en médicaments des populations. Pratiquement, on faisait des petites pommades, on faisait des collyres, on faisait certaines choses. Et quand on a eu l'ambition de faire les solutés, on a commencé effectivement, les machines ont été importées, les machines ont été placées, et après on a commencé à faire des comprimés. Quand vous étiez à l'hôpital, lorsque vous étiez couché, pratiquement vous n'achetiez pas votre médicament, tous les médicaments, vous les trouviez sur place. En 1989, l'État guinéen se désengage du secteur industriel. Du pain béni pour le secteur privé, le marché des médicaments est ouvert à la concurrence. Les importations deviennent aussitôt importantes. L'Eni Phargui est privatisé pour devenir Sogip SA, Société d'industrie pharmaceutique de Guinée. Sous cet étendard, l'usine de production pharmaceutique ne fonctionne que 6 ans. Mais le problème qui s'est posé, sans accompagnement, il était très difficile que ce groupe de pharmaciens guinéens soit à mesure de faire fonctionner à satisfaction une telle société. Et à tenir surtout la concurrence avec les grandes firmes pharmaceutiques qui déjà avaient envahi même le pays de délégués médicaux, de visiteurs médicaux, qui faisaient la promotion de leurs médicaments. Et souvent, il s'agit d'industries pharmaceutiques où la production était pratiquement amortie. Ça veut dire que la concurrence était très difficile à tenir. Dès 1994, Sogip arrête ses activités. L'industrie pharmaceutique est fermée pour 12 ans, le temps pour tomber dans l'oubli. Le réveil est constaté sous un nouveau nom, Sodom Pharmagui. Les installations sont modernisées, des machines performantes installées, comme cette comprimeuse qui produit 240 000 comprimés à l'heure. Après un mélange, on doit savoir si le mélange est fait, c'est le contrôle qui va aboutir ça. Vous allez à l'autre étape, et ainsi de suite. Donc une fois la production, un comprimé, c'est déjà fait, le produit est mis en quarantaine. On attend le laboratoire qui va donner son aval. Si le laboratoire contrôle le truc, le médicament n'est pas bien fait, on reprend la production. Si on peut le récupérer, on le récupère ou bien on le jette. Alors, une fois le contrôle effectué, si le médicament vraiment est dans les normes, il passe directement pour le conditionnement. Après le conditionnement, disons le conditionnement est fait, donc de là, on pourra aller au magasin, on envoie à la division, ceux qui s'occupent de, disons, de la production, disons, de la commercialisation. Mais dans le secteur de la production et de la distribution des produits pharmaceutiques essentiels et génériques, l'équipement technique et les ressources compétentes ne sont plus les seules montagnes à surmonter. Le marché est saturé. Près de 80 sociétés grossistes d'importation de médicaments évoluent. La production locale n'est pas vendue. Dans cette usine, plus de 100 000 gélules de la dernière production arrivent à péremption. Les circuits d'écoulement semblent bouchés. Et ça nous fait 3 ans au moins. On fonctionne dans l'année 4 mois. Vraiment. C'est-à-dire que dans 4 mois, quand on bout à bout, le temps de travail que nous faisons, ça fait pas ça fait 4 mois. Donc c'est ça vraiment le grand truc. Que nous ayons accès au marché d'État. C'est même pas toutes les molécules, même si on a 5 molécules, ça va. Non, ça, par exemple, admettons qu'on dise que
Bon, tout ce que les structures nationales consomment en paracétamol, on le fait, mais c'est une grande marche, ça quand même, on peut le faire. En 2012, nous avions signé un contrat avec Sodom Pharmagui en dépôt-paiement après-vente. Mais depuis quelques temps, cette collaboration s'est arrêtée, dû à plusieurs facteurs. Des ruptures de stock de matières premières à leur niveau. Je crois que ça doit être un problème au niveau de l'État, parce que Sodom Pharmagui vendait les produits un peu plus chers à la pharmacie centrale de Guinée, car les matières premières qu'ils recevaient étaient chères et ils ont également d'autres dépenses. Depuis 6 mois, le personnel de la seule usine de production pharmaceutique du pays est en chômage technique, faute de marché pour écouler sa production. Une nouvelle fois, ces machines sont éteintes et l'industrie de la pharmacie en Guinée replonge dans le silence. Et puis le ministère de la fonction publique et le ministère de l'Éducation nationale ont animé cet après-midi une conférence de presse portant sur l'identification du personnel enseignant. L'opération vise à assainir le fichier de l'éducation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le tournoi international de tir à l'arc. La Guinée abrite la compétition. 7 pays prennent part à cette 10e édition. Elle regroupe les zones ouest et centre du continent et la finale aura lieu vendredi. Abdoulaye Diallo, Adama Mara. C'est parti pour 3 jours de compétitivité en tir à l'arc. Cette année, ils sont au nombre de 7 pays sur 10 de l'Afrique de l'Ouest et du centre à répondre présent à ce rendez-vous sportif. Pour cette 10e édition, la commission d'organisation veut reconnaître les efforts de la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Nous n'avons pas beaucoup de femmes qui sont présidentes des fédérations. Et dans notre discipline également, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Nous avons souhaité honorer la présidente dynamique de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Et c'est pour cela que nous avons souhaité qu'après 2017, il lui soit loisir de réorganiser à Conakry, bien sûr, sous l'autorisation du ministère de tutelle. Abriter 2 éditions montre à suffisance un réel engagement du ministère en charge des sports de notre pays de promouvoir à chance égale toutes les disciplines sportives pratiquées en Guinée. Je voudrais, au nom de ma fédération et l'ensemble des archers guinéens, vous exprimer, Monsieur le ministre, ma gratitude infinie pour cet honneur fait à ma fédération. Au lancement officiel de ce rendez-vous sportif, les autorités des tutelles n'ont pas manqué de rappeler l'utilité de cette autre discipline. Au-delà de sa dimension événementielle et de son caractère compétitif, une rencontre sportive constitue aussi un moyen de rapprochement et de renforcement de l'amitié entre les acteurs en compétition, mais aussi entre les nations et les peuples dont ils sont les représentants. La 9e édition de ce tournoi international de tir à l'arc s'est jouée ici à Conakry en septembre 2017. Une compétition au cours de laquelle notre pays a raflé tant de médailles. De cette édition, je rappelle simplement que les ministères de la fonction publique et de l'éducation nationale ont animé cet après-midi une conférence de presse portant sur l'identification du personnel enseignant. L'opération vise à assainir le fichier de l'éducation. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition donc. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.